suis ravi de vous retrouver. Donc une nouvelle Agora. Et ce soir, on a la chance de recevoir Patrick Vivray autour de notre cycle Construire ensemble. Patrick, est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots? Oui, je suis donc Patrick Vivray. Je suis professionnellement, j'ai fait pas mal de métiers. J'ai été professeur de philosophie, j'ai été chercheur, j'ai travaillé sur l'évaluation des politiques publiques et à ce titre-là, j'ai aussi été conseiller à la Cour des comptes. Et puis, je suis très engagé dans des réseaux citoyens, à la fois en France et sur le plan international. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Vous connaissez notre mouvement, du coup, mouvement des ruches, mouvement Aurore, qui vise à un peu plus de représentativité, un peu plus d'horizontalité dans le partage du pouvoir politique. Et à ce titre, justement, c'est ce qui nous réunit sur ce cycle de conférences, c'est la capacité à faire ensemble. Aujourd'hui, la France est marquée par des clivages. Alors, clivage idéologique pour certains, politique pour d'autres. L'idée, c'est comment dépasser ces clivages, comment construire ensemble. Et à ce titre, on est ravis de vous recevoir ce soir. Alors, j'ai pu étudier vos différentes conférences sur la possibilité de construire ensemble. Vous nous en dire un peu plus sur les thématiques qui vous animent. L'une de ces thématiques qui a fait l'objet d'un livre que l'on a écrit avec Julie Chabot, c'est sur une approche en termes de métamorphose plus que de transition, hein. Le titre du livre s'appelle La traversée. Et si on a choisi cette approche en termes de métamorphose, c'est parce que il nous semble que le moment que les collectifs humains vivent, à la fois l'humanité dans son ensemble confrontée à des défis colossaux et à l'échelle planétaire, mais aussi les collectifs humains depuis le niveau local jusqu'au niveau global, mais aussi dans des enjeux qui concernent l'intime, que toutes ces approches sont mieux compréhensibles si on raisonne en termes de métamorphose qu'en termes de transition. Alors on peut l'évoquer sous plusieurs raisons. La première, c'est que ce qu'on appelle transition, en particulier sur le plan écologique et énergétique, a été très largement saboté. On peut sans problème utiliser ce terme, hein, c'est-à-dire les acteurs, en particulier économiques, politiques, qui avaient la connaissance d'enjeux tels que le dérèglement climatique, non seulement n'ont pas fait ce qu'il fallait, n'ont en rien alerté les autorités à l'époque où elles ont eu connaissance de ces problèmes. Je pense par exemple à un certain nombre de grands acteurs de l'industrie pétrolière ou du charbon, mais elles ont même fait le contraire, c'est-à-dire elles ont utilisé leur argent pour un lobbying au service de positions climato-sceptiques, c'est-à-dire elles ont fait l'équivalent de ce qui s'était passé sur le tabac. Et comme l'a rappelé Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, elles ont cherché à entretenir un doute criminel sur l'ampleur des questions qui étaient posées, à la fois du côté dérèglement climatique, risques majeurs sur la biodiversité, ou des problèmes centraux tels que par exemple la question de l'eau potable. Donc ça, si vous voulez, c'est la première grande raison, c'est-à-dire la transition elle-même, elle a été très largement sabotée. Ça ne veut pas dire du tout qu'on est hostile à toutes les personnes de bonne foi
qui se réclament d'une transition, et en particulier d'une transition juste sur le plan social. Ça, il n'y a aucun doute sur le fait qu'on les considère comme des alliés privilégiés, mais l'approche en termes de transition, elle ne prend pas en compte la réalité des régressions qu'on a connues au cours de ces dernières années. Et du même coup, la deuxième grande raison, c'est que si on ne veut pas désespérer de la situation, puisque évidemment, si on raisonne en termes de transition, on constate vite que non seulement les choses ne vont pas assez vite, ne vont pas assez profondément, radicalement, mais même que dans bien des cas, elles régressent, c'est que une approche en termes de métamorphose permet beaucoup mieux de prendre en compte et de comprendre les phénomènes de régression, les phénomènes de rétractation. Si je prends une métaphore classique qui est la métamorphose chenille-papillon, par exemple, on comprend bien que du point de vue de la chenille, le papillon, c'est la fin du monde, en tout cas, c'est la fin de son monde. Et donc, comprendre ce qui se passe dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui le temps des chenilles, c'est l'ensemble des procédés ou des processus de peur, de rétractation, de régression, de refus de mutation. Et donc, ça permet, en termes de métamorphose, de comprendre et d'analyser ce qui se passe sans désespérer. Deuxièmement, ça permet de comprendre ce qui se joue dans l'équivalent du processus de chrysalide qui se passe dans une métamorphose, parce que le propre d'une chrysalide, c'est qu'elle apparaît souvent sous forme chaotique. Si vous ouvrez un cocon, vous avez l'impression qu'il y a une espèce de soupe chaotique. Et la grande affaire qui se joue, cette fois non pas dans le règne animal, mais au niveau de l'humanité, où là la question n'est pas simplement celle de l'instinct, mais celle du désir, c'est que ce chaos peut être créateur, on n'est pas condamné à ce qu'il soit régressif. C'est ce que Félix Guattari, mais aussi Alain Damasio, avait appelé la chaosmose. Personnellement, et avec Julie, on préfère parler de chaomorphose pour bien indiquer qu'un chaos créateur se situe justement dans cette perspective créatrice de métamorphose. Et troisième élément, et non le moindre, cela permet, même dans des situations qui peuvent paraître difficiles, ce qui est le cas de la période historique que nous vivons actuellement, de garder le cap sur l'équivalent de ce qu'on appelle dans la métamorphose chenille-papillon des cellules imaginales, c'est-à-dire l'ensemble de ces forces de vie créatrices qui annoncent la mutation transformatrice créatrice, l'équivalent du papillon, et qui existe dès le stade de la chenille, c'est-à-dire aujourd'hui, alors même qu'on est souvent marqué par des phénomènes régressifs, ces forces des vies, elles existent à toutes les échelles, de l'échelle locale à l'échelle mondiale, et sur tous les sujets. C'est ce que Claude Alfandéry, qui est un grand résistant, qui a été aussi un grand animateur de l'économie sociale et solidaire, avait appelé l'alliance humaniste des forces de vie. Donc ces éléments-là, ils permettent d'être compris, mis en perspective et dégager une perspective créatrice et non déprimante quand on raisonne en termes de métamorphose. Et ce qu'on a Effectivement, fait aussi... Oui, pardon si allez-y. je me permets de Non, allez. vous couper. C'est l'occasion aussi pour moi de reboucler sur certaines de vos conférences et d'expliciter un peu le propos auprès de nos abeilles qui nous écoutent. Évoqué dans plusieurs cycles, justement, une pulsion actuelle de nos sociétés qui va finalement d'une pulsion de vie maladive à une pulsion de mort maladive, avec d'un côté l'exultation du triomphe, de la victoire, finalement
de l'éradication de l'ennemi à la dépression face à l'échec et à ce constat finalement de combat vain. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la partie ouverture de chantier du livre, après la partie plus, disons, manifeste pour pourquoi raisonner en termes de métamorphose plutôt que de transition, il y a un certain nombre de chantiers qu'on a ouverts et qui sont évidemment des ouvertures collectives. Hein. Il y a tout un réseau qui travaille sur ces questions-là. Mais par exemple, il y a un chantier sur le plan politique avec une nouvelle approche du pouvoir, c'est-à-dire passer du pouvoir comme conquête et comme domination au pouvoir comme création démultiplié par la coopération. Parce que par rapport à votre question, tant qu'on est dans du pouvoir de conquête et de domination, le résultat, c'est que ça provoque de l'autre côté de la dépression. Hein, ce sentiment d'impuissance, absentéisme majeur, sentiment que la démocratie n'embraye plus sur aucun enjeu concret, etc. Donc ça, c'est le changement du rapport au pouvoir. Dans le domaine qu'on a appelé écolonomique, hein, pour bien situer le fait que l'économie n'a de sens que réencastrée dans l'écologie, ce que d'ailleurs le sens des mots devrait indiquer, puisque oikos en grec, c'est la petite maison, donc l'économie, c'est la gestion de nos petites maisons, alors que l'écologie, c'est ce qu'on peut appeler la théorie logos de la grande maison planétaire. Et on voit bien que y a un rapport dialectique entre les deux, parce que si notre planète est fortement détruite, ben évidemment l'économie elle-même ne pourra pas subsister. Et donc, dans cette articulation de l'économie, c'est toute la question d'une autre approche de la création de valeur qui se trouve posée, c'est-à-dire il faut récuser l'espèce de coup de force sémantique qui fait qu'un terme comme valeur, qui dans toutes les langues latines signifie force créatrice, et qui a gardé ce terme quand on parle par exemple de valeur morale, de valeur psychologique, de valeur sociétale, etc., il est tout à fait inadmissible de transformer ce terme de valeur en value for money, en sentiment que seule la création de flux monétaires est source de valeur. Et c'est la même chose pour des termes tels que bénéfice, qui veut dire à l'origine activité bénéfique et non pas source de gains monétaires. La preuve étant d'ailleurs que quantité d'activités destructrices sur le plan écologique, sur le plan social, sur le plan humanitaire, à commencer par exemple par le narcotrafic, sont considérés comme créateurs de valeur du point de vue du produit intérieur brut qui ne s'intéresse qu'aux gains monétaires. Si je prends un terme tel que bénévole ou bénévolat, c'est pas du tout la non-rémunération qui le caractérise au départ. C'est l'orientation bénéfique de la volonté. Donc, on devrait dire le contraire du bénévolat, c'est pas le salariat. Le contraire du bénévolat, c'est le malévolat. Ou même le malfravolat, si je reprends l'exemple du narcotrafic, c'est un bon exemple de cette situation. Et donc ça, c'est le chantier sur une autre approche de la richesse et de la valeur. Et on pourrait décliner sur d'autres sujets, je ne le fais pas pour pas prendre trop de temps, mais tels que par exemple une autre approche de la question du rapport au sens et à la spiritualité, en entendant ce terme au sens global et laïque du terme, mais la demande de sens est une demande fondamentale, et on voit bien que si cette demande de sens est maltraitée, eh bien, elle va donner lieu, par exemple, à des fondamentalismes religieux qui vont eux-mêmes rentrer non seulement dans des logiques régressives, mais aussi vont produire des effets de guerre civile.
le nationalisme religieux, quand deux demandes de sens et de relations s'expriment sous forme régressive, ben, ça donne le nationalisme religieux en Inde tel que Modi le développe, ça donne le nationalisme religieux évidemment aux États-Unis avec l'administration Trump, mais c'est la même chose avec Poutine et l'utilisation de l'orthodoxie en Russie, du judaïsme sous sa forme intégriste en Israël par le gouvernement Netanyahou, de l'islam intégriste évidemment dans tout un tas de régimes de républiques islamiques, etc. Donc vous voyez là, c'est un bon exemple, la question spirituelle, la question du sens, c'est une question tout à fait déterminante, puisque une des caractéristiques de l'espèce humaine, c'est précisément de se poser la question du sens, mais il est très important que sur ce terrain, on montre qu'il y a une alternative à du sens identitaire et régressif. Et je donnerai un dernier exemple, mais non le moindre, qui est par exemple la façon dont l'humanité progresse ou régresse dans ses rapports de genre, son art d'aimer ou de ne pas aimer, et que l'on prenne le procès de Mazan, la culture du viol ou toutes les formes multiples de régression, la question de la qualité relationnelle, donc au sens fort du terme, la question de l'amour est une question majeure qui est aussi un des grands chantiers de la métamorphose. Voilà quelques exemples, il y en a d'autres hein, sur le plan cognitif avec bien sûr les enjeux autour de l'intelligence artificielle, mais qui montrent comment l'humanité est à un moment critique de son histoire et comment ces questions-là sont aujourd'hui déterminantes et doivent être du même coup des enjeux d'une démocratie qui n'est pas une démocratie réduite à des élections, réduite à des affrontements, mais qui permet un travail en profondeur, un peu dans le sens de ce que Anne et Patrick Beauvillard ont développé lors de votre dernière séance. Alors, je suis très heureux de vous entendre effectivement réévoquer notre dernier cycle, notre dernière agora, pardon, de ce cycle. Je rebondis sur ce que vous disiez, on pourrait effectivement aussi rapprocher ça de ce que Durkheim, le grand sociologue français, avait qualifié de la mort du rite, disant que l'individu était profondément ancré dans le rite comme étant constitutif et que face à l'absence de rite, l'individu cherche à redonner du sens à son existence, se versant dans d'autres pendants. Merci beaucoup de cette introduction, ça nous permet de recentrer sur la problématique qui agite notre mouvement, mais au travers lui, en fait, un exemple de ce qui agite toute notre société, que j'évoquais en préambule, à savoir la question du clivage face à ces quêtes de sens finalement, quand des gens vont chercher le sens à donner à leur vie dans une direction et une autre partie de la population d'une autre. L'absence également de socle commun qui aujourd'hui caractérise nos sociétés occidentales modernes. Dans tous ces éléments-là, justement, comment aujourd'hui pouvoir faire corps social, pouvoir faire nation et finalement dépasser constitue aujourd'hui nos différences. D'abord, la question du commun elle est évidemment déterminante, et la question du commun, elle s'exprime aussi bien à travers les communs positifs que les communs négatifs. Les communs positifs, ça va être par exemple, pour prendre des exemples très, très simples, le commun que constitue la question de l'eau, et singulièrement de l'eau potable pour l'humanité, ou la question de l'espace, qui sont des biens communs de l'humanité. Nous sommes une planète océan beaucoup plus qu'une planète Terre, et la qualité de notre rapport
d'un côté aux océans, de l'autre côté à l'espace. Et puis le troisième exemple, c'est les continents tels que l'Antarctique. Voilà des exemples de communs qui sont absolument déterminants, vitaux pour le devenir de l'humanité. Et les communs négatifs, c'est par exemple les armes de destruction massive, ou une grande partie justement des industries fossiles et du dégagement destructeur de gaz à effet de serre. Et l'enjeu politique au sens étymologique de la police grecque, c'est-à-dire de la cité planétaire, c'est de créer les conditions pour préserver et enrichir les communs positifs et pour éviter la destruction par les communs négatifs. Par rapport à cette question essentielle des communs, et je termine sur votre second volet, le fait qu'il y ait des différences et même des divergences n'est pas en soi un problème, à condition que ces divergences et ces différences soient traitées de telle façon qu'elles ne donnent pas lieu à des situations de ce que Amin Malouf a appelé le brutalisme, ou qui génèrent des rapports de violence interhumains. Lors du différents forums des réseaux internationaux de dialogue en humanité, par exemple, on a beaucoup travaillé autour de la question comment transformer de la violence en conflit. Et à ce moment-là, le conflit est un élément positif, et comment transformer des ennemis en adversaires. Parce que c'est pas du tout la même chose d'avoir une logique d'éradication de l'autre, ce qui est la logique de l'ennemi, éradication physique ou néantisation psychique, ou d'avoir une logique d'adversaire, parce que le propre d'adversaire, ils peuvent avoir un conflit très fort sur le plan des enjeux sociétaux, par exemple, mais ils acceptent l'idée que l'autre euh, est un être humain avec lequel il y a du commun, et on retrouve là la question des communs. Et on utilise beaucoup l'approche d'Édouard Glissant, vous savez, et là, pour le coup, le sens positif à donner à l'approche en termes d'archipel, c'est-à-dire la trilogie d'Édouard Glissant, qui est d'un côté la question des identités racines, qui, si elles ne sont pas respectées, si elles sont dominées, aliénées, exploitées, ben les identités racines se vengent et tournent à l'intégrisme. Les identités-relations qui sont d'autant plus possibles que les identités racines sont respectées, à ce moment-là, elles n'ont pas peur d'être vassalisées, dominées ou anéanties, et à ce moment-là, elles peuvent créer avec d'autres cultures, avec d'autres peuples, des identités-relations. Et puis le troisième élément, évidemment, chez Édouard Glissant, qui fait référence à ce que je disais en premier lieu, c'est la co-construction de commun. Si on fait ces trois éléments, pour prendre l'exemple d'un pays comme la France, la France a la chance non pas d'être un archipel déclinant, la théorie d'un certain nombre de sociologues, mais d'être potentiellement un pays archipel où la question de la pluralité des cultures, de la pluralité des identités qui peuplent un pays comme la France, de l'importance de l'océan dans sa géographie et dans sa culture, deviennent des atouts avec comme condition fondamentale ce que je disais sur le rapport au pouvoir, c'est-à-dire à condition d'aller jusqu'au bout du deuil de la puissance dominatrice, par exemple le deuil de ce qui reste de pensée coloniale, le deuil de la France-Afrique, passer de la puissance dominatrice à la puissance créatrice, est une condition pour aller vers
une approche d'archipel au sens d'Édouard Glissant. D'accord. Donc pour synthétiser un peu votre réponse, du coup, ça se composerait en plusieurs éléments. Le premier serait de se focaliser sur les communs positifs au détriment des communs négatifs. Donc c'est-à-dire aussi par là même se focaliser sur les dénominateurs communs plutôt que sur les différences. Freud avait appelé le narcissisme des petites différences. D'autre part, faire le deuil, l'abandon de la notion d'ennemi comme quelque chose à abattre, à annihiler, au profit d'un adversaire avec lequel, au terme du conflit, on pourra collaborer, on pourra refaire corps social. Et puis cette notion de deuil, aussi d'une domination souveraine. Bien ça? Oui, avec quand même une petite nuance, c'est-à-dire avec un adversaire, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a matière à collaboration, hein. Il peut y avoir des conflits extrêmement profonds qui fait qu'il n'y a pas de collaboration possible avec tel ou tel adversaire. Par contre, ça n'est pas du tout la même chose de dire tel acteur, qu'il soit individuel ou collectif, on va l'éliminer, ou de dire avec cet acteur-là, on a des conflits extrêmement profonds, mais Ouais. on s'interdit l'élimination physique. C'est pas du tout Oui, c'est bien pas du sûr. tout la même chose. Ouais. Ce que je sous-entendais, dans ma synthèse, c'était que ce qu'on pourrait résumer par chaque bonne guerre se termine par une bonne paix. C'est-à-dire que l'ennemi a vocation à être le voisin de demain. Oui, oui, tout à fait. Mais simplement, je nuancerais la formule. Chaque bonne guerre se termine par une bonne paix. À mes yeux, il n'y a pas de bonne guerre. J'entends. Parce que le propre de la guerre, c'est l'élimination de l'altérité qui est considérée comme étant menaçante. Alors que dans une logique de conflit, le conflit peut être au contraire extrêmement fécond et du même coup, le conflit, il va permettre aussi que les identités racines soient respectées et que ces identités racines respectées puissent rentrer en relation. L'exemple classique qui a été souvent donné dans l'histoire étant l'exemple européen et en particulier l'histoire franco-allemande. Mais quantité d'autres exemples peuvent être donnés à l'appui. Ça fait belle lurette que si, par exemple, dans le conflit israélo-palestinien, s'il y avait une vraie reconnaissance des identités racines de part et d'autre, et non pas diabolisation respective, que les accords d'Oslo auraient pu être respectés et auraient donné lieu à une région qui aurait été au contraire un foyer de rayonnement, de paix et de tolérance par rapport à l'ensemble de la région. Alors que le refus, que ce soit du côté, par exemple, du gouvernement israélien actuel, comme du côté du Hamas ou des républiques islamiques, de cette prise en compte de l'identité racine de l'autre, aboutit au contraire à l'inverse, c'est-à-dire une logique de guerre et d'aggravation permanente de cette logique de guerre. Donc il y a vraiment une différence majeure entre la logique de violence et la logique de conflit, vous voyez. J'entends tout à fait. Même si effectivement le conflit peut parfois être violent, j'entends. Du coup, dès lors, si on a posé, comme postulat, on doit, se débarrasser de notre tendance à ériger des ennemis et des guerres, du coup, pour entrer dans un monde où on est capable d'identifier des adversaires et poser des conflits. OK. Comment le faire dès lors? J'ajoute Je juste un reformule. élément, Oui, dites-moi. c'est que il y a des cas limites où ce qui est désirable, c'est-à-dire que
le conflit soit non violent. Il y a des cas Oui. limites qui peuvent se passer, en général d'ailleurs, quand on n'a pas pris à temps le problème, où la violence est un pis-aller, mais un pis-aller qui paraît nécessaire. C'est toutes les questions des formes de légitime défense. Donc il faut intégrer ça dans la difficulté du diagnostic. Et à ce moment-là, il faut considérer que l'objectif doit être celui de la limitation maximale de la violence. Et si je prends des cas relativement classiques, ça peut être le cas de l'Ukraine aujourd'hui par rapport à la Russie, mais c'était le cas des pays qui étaient victimes de la colonisation au cours du XXe siècle, où la violence paraît légitime compte tenu des formes de l'agression de l'autre côté, c'est un enjeu majeur de considérer que la limitation maximale de cette violence, même quand elle est légitime, reste requise. Parce que même quand la violence est légitime, elle produit toujours des effets délétères. C'est pas par hasard si des pays qui se sont libérés de la domination coloniale, par exemple, essentiellement sur le mode de la violence, ont extrêmement de difficultés à sortir eux-mêmes ensuite de modèles autoritaires. Hein. Donc je précise ce point-là pour bien montrer que on n'est pas non plus dans une vision complètement idéaliste. Hein. C'est Gandhi qui rappelait que Dieu sait s'il était un apôtre de la non-violence, mais que entre la lâcheté et la violence, il préférait encore, en dernier recours, la violence. Quoi. Vous voyez, c'est quand même important de le préciser. D'accord. Merci beaucoup d'avoir précisé ça. Et du coup, j'en reviens à ma question. Du coup, si on a posé ce postulat nécessaire, voilà, de Voilà, de... construire une vision d'un adversaire, comment considérer dès lors ça? Comment mettre ça en place? Si je reprends par exemple cas concret de notre mouvement et de notre société française de 2025, si on reprend voilà, puissance oligarchique, pour ne pas citer Bolloré, Arnault, etc. OK, on arrête de les considérer comme des ennemis à abattre, mais comme des adversaires au sein d'un conflit qui nous oppose, doit déboucher sur un désaccord fécond. Placer ça comment? Quelle méthodologie appliquer? C'est important de distinguer le conflit du désaccord et du désaccord pouvant devenir fécond. Le désaccord fécond, moi je le soutiens beaucoup, mais le désaccord fécond, il intervient à l'intérieur de collectifs qui partagent pour l'essentiel des valeurs fondamentales, où il y a là des tas de différences, des tas de divergences, mais qui globalement sont à l'intérieur d'un système de valeurs partagées. Et c'est dans ce cas de figure qu'on peut dire, ben voilà, la pratique du désaccord, de ce qu'on appelle la construction de désaccord, elle est très importante et elle peut se révéler féconde. Dans les cas où on est face à des adversaires avec lesquels le conflit, en particulier le conflit social, est très important, les exemples que vous donnez, tels que par exemple le groupe Bolloré, là, moi je plaide par exemple pour effectivement dire, évidemment ces gens-là, on ne va pas chercher à les assassiner physiquement, c'est pas du tout la question. Par contre, moi je considère par exemple que le degré d'inégalité auquel on est arrivé, et pas simplement en France, dans le monde entier, est un problème d'incitation au désordre public, c'est-à-dire en se plaçant sur le terrain même de l'ordre public, quand vous avez
des fortunes absolument colossales qui sont édifiées et qui n'ont plus aucun rapport avec le moindre travail, le moindre mérite, c'est une atteinte à l'ordre public. Et moi, j'avais plaidé dès un rapport que j'avais fait sous le gouvernement Jospin pour une autre approche de la richesse, pour dire, par exemple, qu'il faudrait instituer des seuils d'inégalité maximale en incluant les patrimoines et pas simplement les revenus, c'est-à-dire de considérer que au-delà d'un certain seuil d'inégalité, on est en présence d'une incitation au désordre public. Et ce désordre public, il s'exprime sur le plan social, il s'exprime sur le plan écologique. Quand on voit par exemple la question de l'usage des jets privés, c'est une évidence. Et en plaçant la question sur le terrain des atteintes à l'ordre public, moi je suis partisan de positions beaucoup plus offensives, beaucoup plus radicales que ce qui est proposé par exemple dans le débat actuel sur la fiscalité. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Là, avec des acteurs, c'est la même chose pour des acteurs comme Bernard Arnault, enfin, tous les acteurs qui sont justement dans des logiques soit de confiscation du pouvoir, soit de confiscation et de captation de la richesse. Là, on est vraiment dans des logiques de conflit et c'est pas la même chose que la logique de construction de désaccords avec ces acteurs-là. Bien sûr. Mais c'est important ce que vous venez de dire, parce que du coup, on pourrait penser initialement votre position, donc d'abandonner l'ennemi au profit de l'adversaire, d'abandonner la guerre au profit du conflit. C'est une position un peu de non violente, un peu, comment dire ça, un peu bénet, position un peu bénette, un peu candide, prônerait Et c'est finalement de rester gentil, etc. Ce que ça n'est pas du tout. Vous introduisez la notion quand même d'un conflit peut être radical et, oui, tout à fait. et qui peut aborder une forme de violence nécessaire. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. D'accord. Oui, Je reprends maintenant l'exemple de notre c'est ce que mouvement. j'appelais la limitation maximale de la violence. Et je Tout à précise fait. au passage que du point de vue stratégique, quand on rentre par exemple dans des formes de lutte violente, la plupart du temps, on fait cadeau, là pour le coup à l'adversaire, de l'opportunité de réagir lui-même et sans état d'âme par la violence, parce que la plupart du temps, dans ces situations-là, on se retrouve face à des adversaires qui disposent des armes, qui disposent de l'argent, et si en prime on leur fait cadeau d'aller se placer sur le terrain des armes, ben évidemment, le risque de perdre la partie est d'autant plus important. C'est pour ça que Alors, les très intéressant, parce que vous posez un débat qui a animé finalement la quasi-totalité des mouvements révolutionnaires depuis les frères Gracq jusqu'à Malcolm X et les droits civiques. La question de doit-on être dans une forme de recherche de pouvoir pacifique, ou au contraire doit-on être dans une forme d'action plus radicalisée. L'exemple récent que j'évoquais avec les droits civiques, avec d'un côté le pasteur Martin Luther King prône de la désobéissance civile, des actions non violentes, et puis de l'autre côté, le mouvement de la Nation of Islam, et puis des Black Panthers qui, eux, ont un avis résolument opposé. Pour sortir de ces Oui, exemples historiques, si vous me permettez, j'aimerais revenir dans le cas qui nous oui, préoccupe, qu'on souhaite que ces agoras aient aussi une application concrète. Notre mouvement est un mouvement citoyen, politisé plus que politique, et qui réunit par sa nature même des obédiences logiques extrêmement variées. Dans la même discussion, et c'est ce qui pourrait faire notre force, si on arrive à bien le faire, on va pouvoir retrouver quasiment une abeille qui pourrait être classée d'extrême gauche, une abeille qui pourrait être classée d'extrême droite, des mouvements
panafricains, des royalistes, enfin que sais-je. C'est pour ça que je parlais d'obédience, il y en a vraiment toutes les chapelles. Comme dans la France de 2025, au sein de nos ruches, arrive parfois la difficulté de coexister, construire ensemble. Comment faire qu'aujourd'hui, je cesse de percevoir mon interlocuteur comme un ennemi duquel je devrais triompher? Comment faire pour construire ensemble? Le premier élément, c'est déjà d'écouter. Parce que dans les situations de disqualification mutuelle, qui en général préludent à des affrontements violents, il y a une situation de non-écoute absolue et où l'autre est complètement disqualifié, diabolisé, avant même une capacité à écouter ce qu'il a à dire, quelle est son histoire, quelle est son identité, quelle est sa trajectoire, etc. Donc la première des choses, c'est ça. Par exemple, dans les stratégies de thérapie sociale, qui est l'une des formes utilisées quand le degré d'opposition est extrêmement fort, l'un des premiers éléments, c'est cette espèce d'écoute mutuelle. Une des choses qui avait été faite, par exemple, je trouvais très intéressante dans les conflits très forts qu'il y avait eu dans les cités en France après les émeutes de 2005. Moi, j'avais connu ça aussi du côté de Nanterre, où il y avait eu des conflits très forts. Ça avait été que entre les jeunes des cités et les policiers, le simple fait d'avoir un espace d'écoute mutuelle avait fait apparaître un commun qui était la question de la peur. C'est-à-dire, par exemple, les jeunes avaient découvert à cette occasion que les flics avaient peur d'eux. Et ça, c'était un élément qu'ils n'avaient pas du tout intégré au point de départ. Et tout d'un coup, la peur était devenue un commun. Alors, ça ne voulait pas dire que le conflit était réglé, puisque le conflit, il était bien très important, mais le seul fait d'avoir cette écoute et de repérage d'un commun qui était la peur, et la peur, ça voulait dire, de part et d'autre, il y a des êtres humains. Donc, ça avait permis de passer à d'autres phases. Mais le premier élément, c'était voilà, se placer en situation. euh, Empathie. Quelle est l'histoire de l'autre, en quelque sorte, Oui, bien sûr. et Et qui va permettre le deuxième maillon important, qui est Mmh. le discernement. C'est-à-dire, parce que on voit bien que dès qu'on écoute et qu'on prend en compte les récits d'autrui, le discernement, il va pouvoir repérer qu'est-ce qui relève de la bonne foi, qu'est-ce qui relève de la mauvaise foi. Mais Et donc, le discernement va être le deuxième élément important, parce qu'on ne traite pas de la même façon des divergences qui sont des divergences légitimes sur des identités racines, par exemple, et mmh puis la manipulation, l'instrumentation, le mensonge, est-ce que vous ne la... pensez pas que notre société tout entière, justement, cette espèce de manque de discernement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on jette sur l'autre l'opprobre de la mauvaise foi. On est aujourd'hui, alors c'est un avis personnel que j'exprime et j'en suis par avance désolé, mais dans une forme de société de l'émotionnalisation où la rationalité semble avoir disparu, ça se trouve dans le champ lexical de nos politiques. Il ne s'agit plus que de je suis choqué par, je me sens, alors qu'avant on était sur du je pense.
et je construis intellectuellement. Dans cette société justement émotionnelle, est-ce que vous pensez pas que chacun se drape légitimement, je veux dire de bonne foi, dans ce qu'il pense être une bonne foi et accuse l'autre de mauvaise foi? Ben, c'est toute la question de l'intelligence émotionnelle, parce qu'on voit bien que le grand problème de l'émotion, c'est qu'elle est binaire. Donc si l'émotion, parce que l'émotion, elle a une fonction d'un côté protectrice par rapport à des sentiments de danger, et de l'autre côté, elle a une fonction créatrice. L'émotion, c'est ce qui met en mouvement. Simplement, l'émotion, elle a un caractère binaire, et donc si l'émotion n'est pas éclairée par l'intelligence et le nuancier de l'intelligence, ben, l'émotion, elle devient bête. Donc tout l'enjeu, c'est de refaire fonctionner un rapport entre la part absolument positive de l'émotion, part positive du côté protecteur ou part positive du côté mise en mouvement, mais Voilà, éclairée exactement. par une intelligence dans lequel, à ce moment-là, la pluralité des argumentations, des informations va être déterminante. Mais il ne faut pas opposer, comme certains courants le font, une espèce de rationalité pure à de l'émotion régressive, parce que la rationalité pure, elle ne fonctionne pas non plus, quoi. Non, bien Elle sûr, tourne. il s'agit pas de nier l'importance de l'émotion, mais peut-être que le chemin, ce serait que les choses soient remises en place, à savoir que l'émotion est un moteur, la rationalité le volant. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais ça suppose effectivement des deux côtés un travail d'interaction pour que c'est la fameuse question déjà posée par Pascal sur le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, pour faire fonctionner de façon créatrice le rapport entre intelligence et émotion. Et cette question-là, elle se situe à toutes les échelles, Mmh. aussi à l'échelle de l'intime qu'à l'échelle des enjeux politiques nationaux, continentaux ou planétaires. Mais c'est très intéressant parce que je trouve que dans l'audience même ici, pendant qu'on parle, certains peuvent avoir ce sentiment-là d'avoir été en interaction, en débat, en échange avec des personnes qui ne trouvaient pas dans une posture d'écoute, qui étaient campées sur leurs arguments. Il y a un point, si vous me permettez, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Hem, peut-être qu'aujourd'hui, et c'est le propre, de nos sociétés, aussi d'un changement de nos sociétés, j'ai parfois le sentiment que les gens ne s'écoutent plus, ils attendent simplement leur tour de parler. Tout à fait, oui, oui. Et encore, quand ils acceptent que l'autre parle, c'est déjà mieux que les situations dans lesquelles non seulement ils écoutent plus, mais ils ne veulent même plus que l'autre ait la parole. Dans la gradation du pire, il peut y avoir aussi cette situation. Mais effectivement, si on se contente simplement de dire j'attends de moi avoir la parole et je n'écoute absolument pas, ben, on est sûr que les choses vont se bloquer. Alors que quand, par Mmh. exemple, des exercices de type construction de désaccords, c'est pour ça, par exemple, que des outils tels que le débat mouvant est important, parce qu'on commence par prendre des mots-clés qui suscitent en général un conflit important, et on demande à chacun de se placer dans la pièce par rapport au ressenti que ces mots provoquent. Si je prends un Mmh. terme tel que sécurité, par exemple, ben, ceux qui ont un ressenti positif vont se mettre à un coin, ceux qui ont un ressenti négatif
en face, ceux qui ont un ressenti mitigé un troisième, et puis ceux qui sont neutres ou indifférents un quatrième. Et dans un premier temps, on va simplement s'écouter sur les raisons du ressenti. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, la simple écoute des raisons du ressenti fait que les lignes vont bouger au sens propre comme au sens figuré. Moi, je me souviens d'une construction de désaccord sur des problèmes de sécurité où, comme le groupe était plutôt de sensibilité alternative, la plus grande partie d'un groupe s'était mis en position négative en disant pour nous sécurité ça veut dire sécuritaire, logique répressive, etc. Puis quand on était passé au groupe des mitigés, ils avaient dit bah, certes nous tout ce qui est répressif sécuritaire ça ne nous convient pas, mais la sécurité pour nous c'est aussi la sécurité sociale, la sécurité alimentaire. Et à ce moment-là, tout d'un coup, les gens qui étaient en position négative ont dit ah bah oui d'accord, mais effectivement à ce moment-là le problème se déplace, et on leur disait ben bougez dans la pièce pour montrer comment la simple écoute des raisons, des ressentis des uns et des autres amène à bouger. Et progressivement, on sort de la partie malentendu et des dégâts collatéraux du malentendu que sont le soupçon et le procès d'intention pour Mmh. arriver à ce qui fait vraiment débat, se mettre d'accord sur ce qui fait vraiment désaccord. Et à ce moment-là, on se rend compte que ce qui est toxique par excellence, c'est le malentendu et les dégâts collatéraux du soupçon et du procès d'intention. Mais c'est toute la différence entre écouter pour répondre et écouter pour comprendre. Oui, tout à fait, tout à fait. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait ensuite une capacité de réponse, mais Bien sûr, bien le sûr. premier objectif, c'est ce que vous dites, c'est écouter pour comprendre. D'accord. Donc un des chemins du coup pour sortir de cette, érection d'ennemis comme ça, à abattre, ce serait aussi donc déjà de se placer dans une vraie posture d'écoute. Premier point. De cette écoute ac au sens littéral de «je t'écoute pour te comprendre», pourrait déployer par le processus empathique un lien de reconnaissance, parce que c'est ce que vous évoquiez aussi tout à l'heure avec la déshumanisation de l'adversaire. L'autre n'est pas intéressant, il ne tient même plus au genre humain potentiellement, de la vraie déshumanisation, Oui, dans lequel je peux me projeter et avec lequel je peux construire. oui, tout à fait. Mais vous avez raison. La caractéristique ultime, mais qu'on voit fréquemment, c'est le fait de considérer que l'autre n'appartient pas ou n'appartient plus au genre humain. Mmh. Quand, par exemple, on justifie des attitudes totalement inhumaines par le fait que l'autre n'est pas un être humain, on, on arrive complètement à cette situation-là. Hein. Dans le conflit israélo-palestinien, régulièrement, on avait des processus de ce type où les autres étaient considérés non pas comme des humains, alors ce qui était d'ailleurs un autre problème, ils étaient traités d'animaux, alors ce qui pose d'autres problèmes écologiques, cela de négation totale du vivant lui-même, mais Ouais, ce sont des processus de déshumanisation radicale qui se produisent à ce bien moment-là. sûr. Et d'ailleurs, c'est un des grands problèmes dans les logiques de guerre, hein, c'est que ça n'est pas facile de tuer d'autres êtres humains. Et donc, Oui, tout à il fait. faut les chosifier. Donc, un des éléments classiques dans les formations au combat, c'est transformer l'autre en cible, qui est un pur objet qu'il faut essayer d'éradiquer, mais en oubliant complètement que l'autre est un être humain qui peut avoir
femme, enfant, amis, etc. C'est Oui, l'élément clé, quoi. C'est le passage de sujet à objet, tout à fait. Oui, tout à fait, c'est exactement Permettez, ça. mais faire du coup face à alors des ennemis du coup, mais que faire face à des adversaires? D'une part, n'ont pas l'intention que les choses changent et qui, d'autre part, ne sont pas du tout dans une posture d'écoute. Je reprends Ben, l'exemple, pour sortir, de la situation actuelle. Prenons un exemple historique. On est dans le mouvement des droits civiques, dans le plein cœur des années 60 aux États-Unis. Heu, j'appartiens au mouvement Dr King, je veux faire bouger les choses. En face de moi, j'ai toute une partie d'une Amérique, qui est très conservatrice et qui est pour la ségrégation raciale. Faire? Comment acter, selon vous? c'est des exemples intéressants, mais des, 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 des groupes comme le Community Organizing qui avait été inspiré par Saul Alinsky l'ont bien mis en évidence. Parce que l'un des problèmes qu'on rencontre dans ce genre de situations, c'est que les dominants réussissent à instrumenter les peurs des uns et des autres de façon à faire croire que la défense de leurs propres intérêts qui correspondent à une toute petite minorité sont menacés pour un ensemble de population beaucoup plus large. Donc les stratégies de type community organizing organisées par Alinsky, elles visaient à créer cette dissociation et déjà par exemple à repérer tous les points faibles des adversaires, mais de façon non violente. Un exemple célèbre qui était par exemple la discrimination qui à l'époque était celle de l'aéroport de Chicago. Donc ils avaient pris comme objet de conflit cette discrimination à l'aéroport de Chicago, mais ils n'étaient pas intervenus sur des problèmes tels que la sécurité de l'aéroport, ce qui aurait été non seulement dangereux, mais complètement contre-productif. Et par exemple, ils avaient utilisé, après une analyse précise des points faibles de l'aéroport, des éléments qu'ils avaient retournés de façon humoristique, tels que le blocage des toilettes, puisqu'ils avaient repéré que l'un des problèmes des aéroports, c'est que, évidemment, comme ils sont loin des villes, il n'y a pas d'alternative en termes de toilettes. Et donc, ils avaient organisé un blocage des toilettes de l'aéroport. Et ils avaient joué sur un autre élément qui était que les puissants et les riches sont très facilement paranoïaques parce qu'ils se savent minoritaires. Et donc, pour reprendre l'une des règles de ce que Alinsky appelle le jujitsu de masse, qui est la menace est supérieure à l'action, ils avaient envoyé un faux espion raconter à la direction de l'aéroport ce qu'ils étaient en train de faire avec le blocage des toilettes, qu'ils avaient appelé l'opération Chitine. Et là, c'est la direction de l'aéroport qui s'était mis en cellule de crise et qui avait même pas cherché à vérifier la réalité de la menace. Ça leur paraissait tellement évident que oui, ils allaient se retrouver encerclés, que la direction de l'aéroport s'était mis en cellule de crise, avait analysé les parades possibles et n'en avait pas trouvé, parce que par exemple, autre règle fondée sur l'arbre du ridicule, on voyait mal les vigiles envoyés par la direction dire à des personnes non mais ça fait déjà 3/4 d'heure que vous êtes dans ces toilettes ou monsieur c'est la 3e fois qu'on vous voit uriner. Et donc à ce moment-là la direction de l'aéroport ayant regardé toutes les hypothèses possibles avait fini par négocier. Et l'objectif fondamental de l'action, c'était de négocier en bonne position de force, hein. Une des règles de cette tactique développée, c'était ne cours jamais le ridicule d'être désemparé si ton adversaire accepte de négocier. C'est-à-dire, Oui. si on a créé une dynamique suffisante
pour remporter une victoire partielle, il n'y a aucune raison de s'interdire la négociation. Donc Oui, mais encore faut-il pardon, que l'aéroport, comme allégorie de la puissance en place, accepte une forme de dialogue et de cession. Si l'adversaire est résolument campé sur ses avis, je n'en bougerai pas. Compliqué, non? l'analyse Il est, qu'il précise est de capable de l'adversaire. prendre des mesures extrêmes de type je vais fermer les toilettes ou justement, Oui, t'es mais allé au ridicule. un aéroport qui ferme les toilettes est obligé, c'est un aéroport qui ferme complètement. Hum, C'est-à-dire, c'est là que l'analyse des contradictions de l'adversaire est importante, parce que vous pouvez pas maintenir un système de domination à n'importe quel prix. Un système de domination, il a besoin que les dominés ne réagissent pas, soient résignés, intériorisent la domination, ne voient pas d'autres solutions possibles, etc. Si non seulement les dominés gardent leur force créatrice, s'organisent pour la mettre en œuvre, mais en plus sont dans des stratégies de non-coopération, hein, c'est la question clé qui était posée aussi bien par rapport à que Gandhi ou Martin Luther King posait, la plupart des systèmes de domination ne peuvent pas perdurer contre la vie et la position d'une grande majorité de la population. Parce que très bien. eux-mêmes sont condamnés dès lors que leur domination purement illégitime et minoritaire apparaît, de fait, c'est l'étape avant la perte de leur domination. Historiquement, ça s'est toujours passé comme ça. C'est pour ça que les puissants et les riches cherchent toujours à assurer leur domination en jouant sur les divisions, en cherchant à construire des hégémonies culturelles, en utilisant des médias. C'est parce qu'ils savent bien que la pure force ne leur permettrait pas de rester durablement dans cette position de domination. Et C'est historiquement, clair. ils finissent par la perdre. Merci beaucoup, Patrick. Merci Hum, à vous. alors, on aborde la dernière partie de notre agora de ce soir, donc la partie de l'échange avec les abeilles. Petit rappel, on est sur le Discord. D'accord. Donc, j'invite tous ceux qui nous écoutent sur YouTube à nous rejoindre ici. Donc, le Discord de Ruche00, pardon, Juan Branco. N'hésitez pas à nous rejoindre, ça vous permet d'échanger directement avec nos invités, d'une part. D'autre part, donc, si vous souhaitez prendre la parole, je vous invite à lever la main, qu'on puisse vous ajouter, vous faire monter en tribune. Je vous demanderai sur vos prises de parole d'être court et concis, puisqu'on est ensemble avec Patrick jusqu'à 22h30. Et en attendant que les premières abeilles lèvent les mains et en tribune, Patrick, si vous me permettez, dernière question. Comment développer une éthique de la concurrence des idées? Chacun peut critiquer sans stigmatiser l'autre. Je voudrais redonner au terme de concurrence son sens étymologique de courir ensemble, hein. La véritable concurrence, c'est pas l'élimination des autres coureurs. On court ensemble et évidemment, il y a une émulation et qui fait que le classement des coureurs va pas être le même à l'arrivée, mais pour autant, on va pas éliminer les autres coureurs. Donc, la véritable concurrence n'est pas la guerre économique. On retrouve cette question de la logique de guerre. Or, très souvent, ce que, par exemple, le capitalisme appelle concurrence, c'est une façon d'éliminer ou au minimum de dominer l'autre. Et ça, c'est évidemment complètement
inacceptable. Très bien, merci beaucoup. Donc, je vous rappelle, hein, quand vous demandez la parole, je vois Abso ici qui a demandé la parole. Moi, je vous accepte. Vous devez ensuite accepter mon invitation. Donc voilà, n'hésitez pas à accepter. Je vois JDS qui est monté en tribune, effectivement. Quelqu'un aurait une question. Donc, Abso, je t'ai envoyé la demande. Tu peux me répondre. Je vous invite à prendre la parole, hein, ou alors, si vous ne voulez pas ou si ça ne marche pas, n'hésitez pas à poser de vos questions dans le chat. Et vous me les restituez après, parce que moi, je les vois pas, les questions. Bien sûr, je m'en fais le porte-parole. Aucun souci. Là, Lorenzo Designer, je viens de te demander de prendre la parole. Bonsoir Rémus. Bonsoir Léola. Lorenzo, on t'écoute. Je vais laisser Lorenzo parler. Oui, merci. Oui, bonsoir, vous m'entendez? T'entends très bien, oui. Super. Merci Patrick, hein, pour être présent ce soir à cet endroit. J'ai pas mal publié d'ailleurs sur les réseaux pour que tous les acteurs de la transformation sociétale et de ceux qui sont dans cette démarche de métamorphose puissent aussi profiter de tout ce que tu as partagé et j'ai trouvé vraiment assez extraordinaire, on va dire, et très pertinent tout ce que tu as pu effectivement, évoquer en fonction des questions qui ont été posées par Remus. Ce qui m'intéresserait à cet endroit, c'est comment envisages-tu, Patrick, l'articulation entre les dynamiques que tu accompagnes? Je pense particulièrement à l'archipel des confluences et tant d'autres initiatives, je pense à le mouvement Utopia et cetera. Avec ce que propose, le mouvement des abeilles, des oui, voilà. Est-ce que c'est clair ma question? Ta question est claire, mais là, pour le coup, point d'application de ce qu'on se disait à propos de l'écoute, moi, je n'ai pas suffisamment de connaissances de ce mouvement des abeilles pour répondre à ta question. Donc, une des premières choses, il faudrait que j'en sache plus, que je comprenne mieux. Tu vois, là, j'avoue que je débarque un peu. Je suis venu, y compris parce que on m'a dit: «Est-ce que tu veux bien prendre la suite de Anne et Patrick Boillard, que j'aime beaucoup?» Et j'ai dit: «Oui», mais je débarque complètement sur ce mouvement et je suis preneur du même coup d'information, de compréhension et ça fait partie, à mon avis, des éléments importants dans les débats, à certains moments, de dire bah, je ne sais pas, tu vois. Là, je n'ai pas suffisamment d'informations pour me prononcer sur la seconde partie de ta question. D'accord, bah, écoute, en tout cas, j'imagine qu'avec les questions sont à venir, tu pourras peut-être avoir plus, d'éclairage par rapport à tout ce que Juan Branco propose. Merci en tout Merci cas Patrick et à Lorenzo. bientôt. Merci Lorenzo. Léola, tu avais une question? Oui, tout à fait. Bonsoir à tous. J'aurais aimé savoir, monsieur Viveret, donc merci beaucoup déjà pour cette conférence. J'ai trouvé ça absolument super. J'aurais voulu savoir si pour vous, il était nécessaire que pour un collectif secret, il y ait une raison commune. Merci. Qu'est-ce que vous appelez exactement un collectif secret? Pour qu'un collectif se crée,
Enfin, puisse se Ah oui, en 2 créer, mots. pardon. Voilà. Donc Excusez, s'élabore. oui, 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 c'est la d'accord. bourse, Ok. oui, 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 tout à fait. oui, parce que c'est intéressant, oui, dans les malentendus des fois. Ben, faut-il une raison commune? D'un côté, je dirais oui, mais très souvent, cette raison commune affichée, on se rend compte que dès qu'on cherche véritablement justement à s'écouter sur comment chacun vit cette raison commune dans le collectif, que très souvent, la raison commune en question, elle a été affichée, mais elle n'a pas été véritablement comprise et a fortiori discutée. Donc prendre le temps de dire, bah tiens, officiellement, nous sommes liés par cette raison commune, mais au fait, qu'est-ce que nous mettons les uns et les autres sous cette raison commune? Ben, c'est un élément qui est précieux et que très souvent on se dispense d'opérer. Moi, j'ai participé à quantité d'initiatives de toute nature et je me suis rendu compte souvent après coup que ce travail de je dirais, d'apport mutuel sur les raisons qui nous font participer à un même projet, comme elles n'avaient pas été véritablement travaillées et élucidées, ben, il y avait un moment où ça finissait par exploser parce qu'en réalité, il y avait quantité de malentendus derrière cette raison commune. Donc, c'est ça, moi, qui me paraît important, ne pas avoir peur de remettre au pot le débat sur, vérifiant en quelque sorte que le sens que nous donnons à cette raison commune reste bien partagé. Parce que vous pouvez avoir une raison commune qui a existé à l'origine d'un processus, et puis qui, au fil du temps, s'est profondément modifié. C'est un petit peu comme des histoires relationnelles où la façon dont se forme à un moment un couple, une relation, un collectif va bouger au fil du temps. Donc je trouve que c'est important de revenir régulièrement sur quelle est la nature de cette raison commune officielle qui nous réunit, quoi. Merci Patrick. JDS, tu avais une question? Oui, et là, oui, ça y est, on m'entend. Bonjour, bonsoir Patrick, c'est Jean-Daniel qui vous pose la question. Du coup, pour revenir à l'analyse du départ de la métamorphose et donc de la phase un peu chaotique, un peu chrysalide dans laquelle on est en ce moment, justement, on a l'impression que dans cette phase chrysalide, c'est aussi peut-être un petit moment où les pouvoirs montrent le fait qu'ils sont en minorité et qu'ils sont peut-être en train de vaciller. Quels seraient, selon vous, des leviers d'action pour que dans ce moment de chaos, on aille plutôt vers le positif que vers le négatif? Avec Anne et Patrick Beauvillard, on avait plutôt mis la coopération ou la curiosité à l'autre, le dialogue, comme peut-être des choses qui pouvaient changer la donne. Est-ce que pour vous, il y a d'autres éléments qui pourraient faire que ce moment actuel chaotique puisse plutôt basculer du bon côté que du mauvais? Et en l'occurrence, tout à l'heure, vous avez parlé enfin, vous avez à plusieurs reprises mentionné les identités racines. Je ne connais pas bien et j'aurais presque l'impression qu'il y a une partie de la réponse qui est là-dedans. Euh, la question de l'écoute sur les identités racines, elle est tout à fait fondamentale. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un considère qu'il y a des éléments qui le constituent comme appartenance à un groupe clé? Si on n'a pas pris le temps d'écouter ce groupe et les personnes membres de ce groupe,
au lieu d'avoir une écoute d'une identité racine, on va avoir une projection de l'identité racine de l'autre. Par exemple, dans les conflits interreligieux, c'est caractéristique, quoi. L'idée que les uns se font des juifs, les autres se font des musulmans, les troisièmes des chrétiens, les quatrièmes des hindouistes, etc., etc., est la plupart du temps complètement caricaturale. Et dès qu'il commence à y avoir une véritable écoute de ces identités racines, d'abord on va découvrir aussi les nuances à l'intérieur de ces identités racines. Rien qu'au sein du christianisme, entre l'orthodoxie, le protestantisme, le catholicisme, on va avoir des différences. Au sein de l'islam, un courant comme le soufisme, la différence entre le chiisme et le sunnisme, etc., etc. Et je pourrais le décrire pour toutes les grandes traditions, alors que le mécanisme de projection disqualifiant se caractérise au contraire par le simplisme et les phénomènes d'amalgame. Et donc ce travail d'écoute va être essentiel, et ce travail d'écoute, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il va ensuite pouvoir déboucher sur un discernement, mais qui sera beaucoup plus riche, beaucoup plus nuancé, beaucoup plus complexe que quand on était dans une logique où sont les bons et où sont les méchants. Et ça s'applique pratiquement à tous les sujets sur lesquels se joue une démocratie continue et non pas une démocratie intermittente réduite à des élections, et une démocratie qui cherche à traiter les problèmes, hein, et les problèmes, Dieu sait s'il y en a, et c'est là qu'on retrouve les questions du commun, négatif ou positif, et non pas prioritairement la question de l'affrontement entre des chefs guerriers qui prétendent conquérir ou conserver du pouvoir. C'est là qu'on voit par exemple pourquoi des modalités telles que les conventions citoyennes, elles sont souvent beaucoup plus riches et elles ont des résultats beaucoup plus féconds que les débats parlementaires actuels, ou que la préparation, par exemple, de l'élection présidentielle. Les personnes qui ont participé à la Convention climat, à la Convention fin de vie, à la Convention sur les rythmes scolaires, au départ, elles avaient autant de divisions que celles qui existent, par exemple, au sein du Parlement français. Simplement, la façon de travailler faisait que c'était le sujet lui-même sur lequel il fallait se former, il fallait trouver des éléments de traitement des questions qui étaient posées, et c'était pas la gestion du conflit entre tel tel chef guerrier opposé à tel autre chef guerrier. Et là, c'est tout l'enjeu, à mon avis, de la mutation de la démocratie elle-même auquel est confronté un pays comme la France. On a une forme de démocratie qui est très largement infantile, quoi, si on applique les catégories de l'analyse transactionnelle, par exemple. On a une forme démocratique qui privilégie les postures infantiles, qu'elles soient du côté de l'enfant rebelle ou du côté de la position dominante, et on n'a pas une qualité de maturité que justement une démocratie continue et une démocratie qui est non réduite à l'élection produirait. La plupart du temps, l'élection n'est pas la meilleure façon de traiter un problème. D'ailleurs,
quand on crée toutes les procédures qu'on retrouve par exemple dans la sociocratie ou dans les formes de ce qu'on appelle la haute qualité démocratique, on se rend compte que par exemple dans une gestion par consentement qui accepte complètement le terrain des divergences, des objections, etc., mais que la plupart du temps, dans des formules de type gestion par consentement, le recours au vote est un recours totalement exceptionnel. Ouais. Et c'est ça, à mon avis, qui est en train de se jouer, pas simplement en France d'ailleurs. Tous les pays démocratiques sont confrontés au fait que la forme démocratique superficielle, réduite aux élections intermittentes et principalement organisée autour de l'affrontement, sont inadéquates pour traiter les grands défis écologiques et sociaux de la période. Merci Patrick. Et alors, du coup, Question. juste une Attends, petite GDS, question, excuse-moi pardon. Rémus. Non, ouais, Juste une on va question, passer à une autre question. On va passer à une autre question, GDS, si tu me permets. Donc, je tu voulais pourras juste, ça va être poser très la court. Ça va être très court, Rémus. C'est juste le fait qu'effectivement, comment on sépare le grain de livret dans Identité Racine par rapport aux thématiques très politiques de nation, patrie, souverainisme. Pour la France, pour la nation France, pour le pays France, dans ce côté politique, comment on sépare le bon du mauvais là-dedans, dans ce... Pour séparer le bon et le mauvais, il faut commencer par faire ce travail d'écoute. C'est une maturation, hein, et c'est ce travail d'écoute qui déclenche ensuite un discernement et qui va faire que, à partir du moment où il y a une sécurisation, je dirais une sécurisation affective, c'est-à-dire que on a empêché le fait que les gens aient peur, par exemple, de parler, ce qui est un des problèmes dans les groupes. À partir du moment où tout le monde se sent suffisamment en sécurité, non seulement pour avoir la possibilité de parler, mais par exemple, ne plus avoir peur de changer d'avis. Dans une construction de désaccord, c'est typique avec les débats mouvants. Il arrive très souvent que des personnes, au fur et à mesure de l'échange, ils bougent dans leur position. Mais on comprend bien que c'est l'évolution même et la richesse du débat qui les a amenés à changer de position. C'est pas parce qu'ils retournaient leur veste ou parce qu'ils étaient velléitaires, etc. Et à ce moment-là, le processus même de discernement est un processus évolutif qui permet une progression du groupe. Et au fur et à mesure, d'ailleurs, on note, par exemple, au fur et à mesure que les malentendus sont levés, ben, on va dire, ben, ça, c'était un malentendu qui s'est transformé soit en accord, ce qui arrive souvent, soit en candidat désaccord, ce qui est aussi le cas, soit en élément de doute à lever. Et par exemple, la colonne du doute, elle est très importante. Très souvent, on confond des désaccords et des doutes. Ben, le traitement d'un désaccord, c'est pas la même chose que le traitement d'un doute. Un doute, c'est comment on fait pour lever un doute. Est-ce que c'est un supplément d'information? Et si oui, où se trouve l'information? Est-ce qu'elle est en interne? Est-ce qu'elle est en externe, etc. Vous voyez, et là, on voit bien que la démocratie, c'est un processus de maturation continue et d'élévation de la qualité de délibération. C'est pour ça que moi, je suis assez en accord avec Pierre Rosanvallon sur l'importance de la qualité délibérative d'une collectivité. Lenga, on t'écoute. Oui, bonjour. Enfin, bonsoir. Voilà, je voulais juste, je peux me poser la question de manière pragmatique par rapport, par exemple,
là, donc la situation de la France actuellement. Vous parliez d'établir un dialogue, enfin de faire établir du coup une écoute et un dialogue entre les personnes qui amènerait à la métamorphose et tout ça. Mais si on parle justement de manière pragmatique de la France, comment on peut amener justement des gens qui n'admettent pas par exemple que la France est un pays de migration, de métissage, et que du coup notre culture en fait découle en fait de ce métissage, à s'écouter à partir du moment où les gens s'arrêtent en fait au final au fait qu'ils ne sont pas pareils et que justement ils ne peuvent pas se comprendre parce qu'il y a cette différence apparemment de culture qui au final n'est pas, hein, et qui au final engendre de la peur de la différence, qui engendre comment dire, de la scission en fait entre les personnes et qui empêche justement que les gens s'unissent en fait pour pour des objectifs communs qui en fait que ces objectifs-là qu'ils ont en fait dans leur intimité, mais qui n'admettent pas que l'autre puisse avoir, par exemple. Je prendrai un exemple que j'ai bien connu à Nanterre, où on connaît les situations qui peuvent même être violentes dans une ville comme Nanterre. Mais les éléments les plus efficaces pour combattre les phénomènes de peur et d'ignorance mutuelle qui peuvent conduire ensuite à de la disqualification, voire à la violence, c'est plus facile de les traiter par exemple, des repas de quartier que par des modalités d'affrontement, même verbaux classiques. Parce que plusieurs fois, on a fait l'expérience. Vous avez des personnes qui sont très différentes. Vous les réunissez dans un repas de quartier avec le principe de l'auberge espagnole, c'est-à-dire chacun arrive avec son type de cuisine, son type de recette, etc. Très vite, la différence est considérée comme une richesse. Ah tiens, là c'est un plat alsacien. Ah là tiens, c'est plutôt un couscous, une tagine. Ah là c'est un plat typique de tel ou tel pays, de telle ou telle culture, etc. C'est-à-dire ce qui était de nature à faire peur, parce que la question clé, c'est la question de la peur, hein. C'est le problème de la peur, ou plus précisément d'ailleurs, le problème de l'angoisse, parce qu'on confond la peur, on devrait toujours la mettre au pluriel. Il y a des peurs, et des peurs qui sont ciblées, et qui fait que c'est pas la même chose d'avoir peur du feu, peur de se noyer, etc. Les peurs, elles déclenchent normalement des réactions de protection. Mais quand la peur devient une mélasse indistincte, c'est plus des peurs, ça devient de l'angoisse. Et l'angoisse, c'est une mélasse qu'on n'arrive pas à traiter. Donc l'un des premiers enjeux des processus que je décris, c'est sortir de l'angoisse indistincte de l'autre qui est perçu comme une menace, et y compris une menace pour sa propre existence, alors dans les formes les plus caricaturales, telles qu'on la voit en France avec le Rassemblement national, ça peut être la peur du grand remplacement, la peur de la submersion, etc. Mais dès qu'on rentre concrètement dans c'est plus une angoisse diffuse, c'est des différences. Et ces différences, alors il y en a certaines qui effectivement peuvent créer un conflit. Mais à ce moment-là, on va le traiter par des méthodes de conflit ou des méthodes même de construction de désaccords. Mais il y a toute une autre partie où on va découvrir que cette différence est au contraire une richesse. Et moi, j'ai vu des personnes qui avaient des oppositions politiques absolument, apparemment irréductibles, et qui, à la suite d'un repas de quartier, avaient découvert des tas de points communs et comment
leur différence était une richesse, et comment, par exemple, dans l'histoire du couscous et de la tagine, non seulement la personne de culture maghrébine n'était pas une menace, mais devenait au contraire quelqu'un où on considérait que c'était une richesse d'avoir dans le quartier des personnes comme ça, vous voyez. Je donne cet exemple-là, c'est un petit exemple, mais pour dire que dans l'évolution démocratique d'une société, c'est un exemple qui montre bien que c'est pas simplement, et c'est même pas d'abord la confrontation à l'occasion des élections qui est la meilleure façon de traiter la question du vivre ensemble avec nos différences, à partir du moment où la question clé, c'est sortir des représentations angoissantes de l'autre pour découvrir au contraire que c'est une richesse. En plus, c'est vrai dans Merci. l'histoire. Nous, on a fait l'essai de dire aux personnes qui ont peur des autres aujourd'hui de se retourner dans leur propre famille, et ils découvraient qu'avec des personnes d'origine italienne ou portugaise, etc., qu'il y avait exactement les mêmes peurs 30 ans auparavant, et que maintenant, ils les considéraient comme des richesses. Vous voyez. Merci beaucoup, Patrick. Juste avant qu'on passe à la question de Goodold, alors je vous demanderai d'être très succinct à la fois sur la question et sur la réponse. J'en suis désolé, il est déjà 22h30. Je rebondirai juste sur le point de la question d'Alenga, qui était intéressante, je trouve, là qu'elle commençait à comment convaincre, comment faire changer l'autre d'avis, alors que le sujet qui nous anime précisément ce soir, c'est comment faire ensemble. Et merci beaucoup, Alenga, pour ta question. À ça, plutôt que de se poser la question comment convaincre, on pourrait se poser la question comment faire ensemble. Goodold, alors Alenga, je t'invite à repasser dans le chat. Goodold, on t'écoute. Oui, bonjour. Je pense que de ma question vont découle peut-être plusieurs, mais va rejoindre en tout cas celle d'Alenga et celle de JDS sur le comment séparer le bon grain du livret. Je sais plus trop comment il avait dit ça, mais pour parler du mouvement déjà en deux petits points, parce que Juan Branco, il est quand même assez radical dans ses idées, notamment quand il écrit guillotine ou manifeste pour un coup d'État, manifeste insurrectionnel, je me rappelle plus exactement du titre, pour un coup d'État, mais qui est quand même un livre qui parle de stratégie révolutionnaire en nommant des points de faiblesse de l'État. Un livre qui étonne d'ailleurs qu'il soit paru, mais du coup, je voulais savoir si moi, c'est un peu le cheval de bataille. Je pense pas être le seul dans ce cas-là, mais dans le mouvement, les ultra riches, ça nous pose un gros problème. Alors, est-ce que ce sont plutôt des adversaires ou des ennemis? Et surtout, comment faire la différence avec d'autres dissensions ou d'autres conflits, je sais pas trop comment appeler ça, qui peut émerger entre les membres, entre les abeilles, quand on voit qu'on essaye de rassembler de manière large des abeilles d'extrême droite, d'extrême gauche, du centre, de un peu partout au final, toutes les obédiences, comme tu disais, Rému. Et je me dis aussi que dans ma question, au final, ça découle la question de comment, ça rejoint aussi une question que j'avais posée dans le chat, de peut-être comment dire? Comment différencier quelqu'un qui écoute pour, répondre ou pour contre-argumenter, pour, contredire, de quelqu'un qui Merci. écoute pour chercher à comprendre? Et si on est d'accord qu'on ne peut pas forcément discuter avec des personnes qui ne veulent pas discuter, ne veulent pas comprendre ou ne veulent pas que les choses changent, et ben, où est-ce qu'on place la limite et comment on peut convaincre quelqu'un qu'on ne peut pas convaincre? Comment reconnaître quelqu'un qui écoute pour, comprendre de quelqu'un qui écoute pour tout ça, tout ça. Je te Voilà, c'est pas remercie, très clair, Goodold. mais Alors, non, non, mais deux questions qui ont déjà été partiellement répondues. C'est les ultra riches, effectivement, comment en faire des adversaires plutôt que des ennemis et est-ce possible? Et la deuxième question, c'est comment communiquer avec quelqu'un qui ne veut pas communiquer. Très succinctement, Patrick. D'abord, je reprends la question des ultra riches. Euh, L'objectif, c'est pas de dire on va passer un contrat pour les éliminer physiquement. C'est de dire l'excès
de richesse illégitime, c'est ce que je disais tout à l'heure, est une véritable atteinte à l'ordre public. Donc, on les laisse en vie, mais par contre, il n'est pas question de tolérer des degrés d'inégalité aussi obscènes que ceux qu'on vit actuellement. Donc, c'est pas les personnes des ultra-riches qu'il s'agit d'éradiquer. Par contre, c'est la nature même du processus d'inégalité qui conduit à ces richesses obscènes. Donc on voit bien là la différence entre la logique de l'adversaire et la logique de l'ennemi. Là, ce qui crée le problème, c'est une richesse illégitime et totalement disproportionnée par rapport au temps d'activité de vie qu'ils auront passé. C'est pas leur personne physique, et y compris un ultra riche a le droit de bouger comme être humain et de reconnaître que sa forme de richesse était tout à fait excessive. Alors ça, c'était la première question sur les ultra-riches. Alors du coup, j'ai oublié la seconde. La seconde, c'était comment convaincre quelqu'un communiquer avec quelqu'un qui refuse de communiquer, en somme. Et ça, dès qu'on fait des processus du type de ceux que j'évoque, ça se voit assez rapidement. Parce que le processus lui-même fait que les gens qui ne jouent pas le jeu, ben ça se voit. Et donc, on leur dit, écoutez, la condition pour jouer le jeu, c'est d'accepter les règles du jeu. Moi, souvent, par exemple, dans les constructions de désaccords, il y avait des gens qui disaient, mais de toute façon, moi, je récuse le principe même, il n'y a pas de raison, etc. On leur disait, écoutez, vous avez le droit de rester, mais comme observateur, et si à un moment donné, vous voulez re-rentrer dans le jeu, vous en acceptez les règles. C'est quelque chose qui est assez équivalent à des règles simples de type le code de la route, quoi. Si on veut jouer, on accepte les règles du jeu. Et quand on met en place des processus de ce type, les mauvais joueurs, on les repère très facilement. Très bien. Merci beaucoup, Patrick, pour nous avoir accordé tout ce temps. Il est temps de conclure ce soir. Merci à toutes les abeilles pour ce débat, pour toutes vos questions dans le chat. Merci à tous ceux qui nous écoutaient également sur YouTube. Ça conclut ce soir la deuxième agora de notre cycle. Point d'étape suivant, c'est le 18 et on va se retrouver pour une alvéole, la voie des alvéoles. Concrètement, c'est un alvéole, donc une partie de notre mouvement, qui vient présenter ses travaux et ses réflexions sur tous ces éléments-là, et en l'occurrence, ce sera la ruche 44. Le dernier point, c'est le dimanche 21. On inaugure un nouveau format. Je vous invite à être nombreux. Parlez-en autour de vous sur le Discord et ailleurs. C'est un nouveau format qu'on appelle l'Agora Libre. L'idée ici, chères abeilles, c'est que vous allez pouvoir prendre directement la parole. Il n'y aura pas d'invité, il n'y aura pas d'intervenant. On reste contre la thématique qui nous a initiés pendant ce cycle, construire ensemble. Vous pourrez, un peu sur le mode des causeries, et dans un sujet très cadré. Attention, pas de hors-sujet, on ne part pas sur ça, on reste sur le thème qui nous a animés pendant tout ce cycle de conférences, et on va pouvoir en débattre. L'idée, c'est que les différents intervenants nourrissent notre pensée, nourrissent notre réflexion. Et alors, comment mieux l'inaugurer que sur cette première thématique de construire ensemble, apprendre à communiquer. Merci beaucoup, Patrick, pour tout ce que tu nous as apporté ce soir, ce que vous nous avez apporté ce soir, pardon, autour de ces éléments de... Merci. Merci à et puis, vous. bien sûr, Anne et Bonne, Patrick Girard, je le rappelle.
toutes les conférences sont dispo sur le YouTube qui est posté dans le chat. N'hésitez pas. Patrick, un dernier mot? Non, c'était pour vous remercier et puis vous souhaiter une bonne fin de soirée. Une Voilà, très ciao. bonne fin de soirée à vous. Merci beaucoup. On se retrouve sur YouTube, sur la LVE l'Agora. On se retrouve également dans les canaux de chat qui sont à votre disposition. Comme d'habitude, le canal vocal 1 est réservé au débat de ce soir. Les autres canaux vocaux sont à votre disposition. Merci à tous pour votre attention. Vous avez été nombreux ce soir. Ça a été un plaisir d'animer cette Agora. Je vous souhaite une très bonne soirée. Puis à bientôt les abeilles.